Phil Collins. Un nom qui évoque des stades remplis, des tubes planétaires, et une voix qui a marqué des générations. Avec plus de 100 millions de disques vendus, il est l'un des artistes les plus influents de l'histoire, un batteur virtuose devenu superstar. Mais derrière les mélodies entêtantes d'In the Air Tonight et les Grammy Awards, il y a un homme qui a porté les cicatrices d'une carrière tumultueuse. Je pense qu'il est devenu à la mode de me détester, a-t-il confessé un jour, un sourire amer aux lèvres. Je comprends. Je n'étais pas cool. Ces mots, simples mais lourds, révèlent une vérité douloureuse. Malgré son succès, Collins est devenu une cible, moqué par les critiques, rejeté par une nouvelle génération, et même blessé par les héros qu'il vénérait. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un musicien. C'est une saga épique de triomphe, de trahison, et de rivalité qui ont façonné l'histoire du rock. De Paul McCartney, qui a brisé son admiration d'un commentaire cinglant, à Kurt Cobain, qu'il a érigé en symbole de tout ce qu'il méprisait, en passant par Led Zeppelin, Pink Floyd et Oasis, qui l'ont tour à tour humilié ou ridiculisé, Collins a tout enduré. Pourtant, il n'a jamais cessé de jouer, d'écrire, de chanter. Derrière son humour autodérisoire, il y avait une douleur profonde, une blessure que peu ont vue. Aujourd'hui, nous plongeons dans une épopée où le talent rencontre le rejet, où l'amour de la musique se heurte à l'ego, et où un homme, contre vent et marée, a laissé un héritage indélébile. Imaginez un adolescent dans l'Angleterre des années 60, les cheveux en bataille, les yeux rivés sur un écran de cinéma. C'est Phil Collins, 13 ans, criant dans la foule d'A Hard Day's Night, le film des Beatles. Pour ce jeune batteur en herbe, les Fab Four ne sont pas seulement des stars, ils sont des dieux. Il grandit à Hounslow, un quartier modeste de Londres, fils d'un employé d'assurance et d'une agente théâtrale. La musique est sa passion, son refuge. À 5 ans, il tape sur une batterie jouet. À 14 ans, il joue dans des groupes locaux. À 19 ans, il rejoint Genesis, un groupe de rock progressif qui va changer sa vie. Avec Genesis, Collins passe de l'ombre à la lumière. D'abord batteur, il devient chanteur après le départ de Peter Gabriel en 1975, transformant le groupe en une machine à tubes avec des chansons comme Follow You Follow Me. En solo, il explose dans les années 80 avec Face Value, un album né de son divorce, porté par l'iconique In the Air Tonight. Les hits s'enchaînent, Against All Odds, Another Day in Paradise. Il remplit des stades, gagne des Oscars, devient une icône mondiale. Mais le succès a un prix. Les critiques le trouvent trop commercial. Les jeunes artistes le rejettent. Et ceux qui l'admirent, comme Paul McCartney, le regardent de haut. Préparez-vous à plonger dans une histoire où chaque chapitre révèle une nouvelle facette de Phil Collins, l'artiste, le paria, l'homme blessé qui n'a jamais cessé de se battre pour sa musique. Voici l'épopée d'un héros du rock, confronté aux légendes qu'il aimait et aux ennemis qu'il n'avait pas choisis. Pour Phil Collins, les Beatles étaient plus qu'une inspiration, ils étaient une religion. Dans les années 60, adolescent à Hounslow, il écoutait Revolver et Sgt Pepper en boucle, émerveillé par leur génie. À 13 ans, il décroche un petit rôle dans A Hard Day's Night, apparaissant dans la foule d'une scène de concert. Criant parmi des milliers de fans, il voit Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr comme des titans. Ce moment, gravé dans sa mémoire, alimente son rêve de devenir musicien. Des années plus tard, Collins est loin du gamin de Hounslow. Avec Genesis, il a transformé le rock progressif en succès grand public. En solo, il domine les années 80 avec des albums qui se vendent par millions. Mais son cœur bat toujours pour les Beatles. En 2002, lors des célébrations du jubilé d'or de la reine Elisabeth II, Collins a l'occasion de rencontrer son idole, Paul McCartney. C'est un moment qu'il attend depuis des décennies. Il s'approche, nerveux, tenant une première édition de la biographie The Beatles de Hunter Davis. « Sir Paul, commence-t-il, la voix tremblante, je suis un grand admirateur. Pourriez-vous signer ceci ?» Il s'attend à un sourire, un échange chaleureux, un moment de connexion entre deux musiciens qui ont marqué leur époque. Mais McCartney, alors accompagné de sa femme Heather Mills, se tourne vers elle et lance avec un rictus. « Oh, Heather, regarde, notre petit Phil est un fan des Beatles. » La phrase, dite sur le ton de la plaisanterie, frappe comme un coup de poignard. Collins, 51 ans, superstar mondial, se sent réduit à un adolescent bégayant, un fan parmi tant d'autres. Espèce d'enfoiré, pense-t-il, le cœur serré. Dans ses mémoires de 2016, Not Dead Yet, il décrira ce moment avec une honnêteté brutale. J'ai pensé, espèce d'enfoiré. Ça m'a fait mal.
Il a cette façon de te faire sentir que tu devrais être reconnaissant d'être en sa présence, parce qu'il est un Beatle. Ce n'était pas juste une plaisanterie maladroite. Pour Collins, c'était une trahison. McCartney, son héros, l'homme qui avait écrit Let It Be et Jude, venait de le rabaisser devant une foule. Il confiera plus tard, « J'aurais préféré ne jamais le rencontrer. Il était mon idole, et ce moment a tout brisé. » Quand Collins partage cette histoire dans ses mémoires, McCartney répond par un vague « Passons à autre chose. » Sans excuse. Pas de fleurs, pas de regrets, ironisera Collins. Mais il y a une lueur dans cette ombre. Avec George Harrison, l'histoire est différente. Lors d'une rencontre dans les années 70, Collins plaisante avec Harrison sur un crédit oublié pour une session sur All Things Must Pass. Harrison rit, lui tape sur l'épaule, « T'inquiète, Phil, tu joues bien. » Ce moment, simple et chaleureux, contraste avec la froideur de McCartney. Collins le chérira, un souvenir d'un Beatle qu'il a traité comme un égal. Mais avec McCartney, la blessure reste ouverte, une cicatrice dans l'âme d'un homme qui voulait juste rendre hommage à son héros. Au début des années 90, le monde de la musique bascule. Les années 80, avec leurs excès néons et leurs productions léchées, cèdent la place à un son brut, rageur, venu de Seattle, le grunge. Au cœur de cette révolution, Kurt Cobain, leader de Nirvana, devient le porte-voix d'une génération désillusionnée. Et pour lui, Phil Collins représente tout ce qu'il faut détruire. En 1991, Collins est au sommet. No Jacket Required et But Seriously dominent les charts. Ses clips passent en boucle sur MTV. Il remporte des Grammy Awards, compose pour Disney, remplit des stades. Mais pour Cobain, Collins est l'incarnation d'un rock commercial, aseptisé, loin de la douleur et de la révolte du grunge. En 1992, après le triomphe de Nevermind, Cobain donne une interview à Melody Maker qui marque les esprits. « Tu sais ce que je déteste dans le rock ?» lance-t-il, avant d'asséner, « Je déteste Phil Collins, tout ce white mal saoul. Je déteste aussi les t-shirts d'Eddie. Je n'en porterai pas un, sauf s'il est teint avec l'urine de Phil Collins et le sang de Jerry Garcia. » Les mots sont brutaux, graphiques, inoubliables. En une phrase, Cobain fait de Collins un symbole de tout ce qu'il rejette. Le rock grand public, les ballades radiophoniques, l'establishment. Pour les fans de Nirvana, c'est un cri de ralliement. Pour Collins, c'est une gifle. Il ne répond pas directement, il n'est pas du genre à alimenter les querelles publiques. Mais dans ses mémoires, il admet que l'attaque l'a blessé. C'était comme si j'étais devenu l'ennemi public numéro 1, dira-t-il. Je comprends, je n'étais pas cool pour eux. Mais ça fait mal quand même. En 1993, Collins sort Both Sides, un album introspectif, brut, qu'il enregistre seul. Certains y voient une réponse au grunge, une tentative de prouver qu'il peut être authentique. Mais le timing est cruel. Le monde est obsédé par Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. L'album, bien qu'apprécié par les fans, est éclipsé par la vague grunge. Puis, en avril 1994, Cobain se suicide à 27 ans. La querelle s'éteint dans le silence. Collins, plus tard, rendra hommage à l'impact de Nirvana. Ils ont changé la musique, dira-t-il. Je respecte ça, même si je n'étais pas leur tasse de thé. Mais la blessure reste, un rappel que même un succès planétaire ne protège pas du mépris. 13 juillet 1985. Live Aid. Le monde entier a les yeux rivés sur Wembley et Philadelphie, où les plus grandes stars se réunissent pour une cause humanitaire. Pour Phil Collins, c'est un jour historique. Il joue à Wembley avec Sting, puis saute dans un Concorde pour rejoindre Philadelphie. C'est un exploit logistique, un moment de gloire. Mais ce qui devait être un triomphe devient l'une des nuits les plus humiliantes de sa carrière. Led Zeppelin, légende du rock, se reforme pour une performance unique, 5 ans après la mort de leur batteur John Bonham. Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones choisissent 2 batteurs, Tony Thompson de Chic et Phil Collins. Pour Collins, fan de Bonham, c'est un honneur. Mais il n'a ni cette liste complète, ni répétition. Sa seule préparation ? Écoutez Stairway to Heaven dans l'avion. À son arrivée, l'ambiance est tendue. Robert Plant le prend à part, Jimmy est de mauvaise humeur. Collins comprend vite pourquoi. Quand il tente de répéter l'intro de Stairway, Page l'interrompt, « Ce n'est pas comme ça. » Le ton est glacial. Sur scène, c'est une catastrophe. Rock'n'Roll ou Lotta Love, Stairway to Heaven. Tout sonne faux, désynchronisé. Collins, derrière sa batterie, se sent comme un intrus.
Si j'avais pu quitter la scène, je l'aurais fait, confiera-t-il. J'ai fait semblant de jouer pour survivre. Après le concert, Page rejette la faute sur lui, Phil n'arrivait pas à lancer rock'n'roll. Plan ajoute, perfide, nous trois, on savait ce qu'on faisait. Collins est furieux. J'étais énervé, dira-t-il. Jimmy bafouillait, Robert ratait ses notes, et moi, j'essayais juste de suivre. Ce n'était pas juste ma faute. Led Zeppelin refuse d'inclure la performance dans le DVD officiel de Live Aid, comme pour effacer cette nuit. Mais les images, disponibles sur Internet, restent un rappel cruel. Pour Collins, admirateur de Bonham, être humilié par ses camarades est une trahison. On ne remplace pas Bonzo avec 2 batteurs, dira-t-il amèrement. Ce qui devait être une collaboration légendaire devient un cauchemar, une blessure qu'il portera longtemps. Phil Collins n'a jamais été fan de Pink Floyd. Je les ai vus au Marquee avec Arnold Layne, raconte-t-il en 2014. Ça ne m'a rien fait. Contrairement à Genesis, souvent comparé à Floyd dans le rock progressif, Collins préfère l'énergie de Yes ou Jethro Tull. On nous mettait dans la même boîte, dit-il, mais je n'ai jamais senti qu'on y appartenait. Cette distance semble anodine, jusqu'à ce que Roger Waters entre en scène. En 1992, Waters, amer après son départ de Pink Floyd, donne une interview à Musician Magazine. Ces mots sont cinglants, Phil Collins est symptomatique de ce qui ne va pas dans l'industrie musicale. Il fait semblant d'être un rocker, un auteur-compositeur. C'est un rôle, et c'est insatisfaisant. Pour Waters, les chansons introspectives de Collins sur le divorce ou le regret sont triviales face à ses fresques épiques sur la guerre et la folie. Collins, lui, trouve la musique de Floyd trop sérieuse, trop pesante. Je ne m'assieds jamais pour écouter Pink Floyd, admet-il. Ce n'est pas mon truc. L'attaque de Waters est personnelle, philosophique. Pour lui, Collins représente le rock commercial, l'antithèse de l'art véritable. Collins, blessé, répond des années plus tard avec humour, Waters est un peu grognon, mais David Gilmour est adorable. Mais le mal est fait. Les fans de Floyd, déjà critiques de la pop de Genesis, s'emparent de ses commentaires passés sur leur musique ennuyeuse. La querelle devient une guerre froide, un choc d'idéaux. Collins évolue, admettant plus tard un respect tardif pour Floyd, mais Waters ne lui rend jamais l'appareil. Leur rivalité, discrète mais profonde, reste un fossé entre 2 visions du rock. Dans les années 90, Oasis devient la voix arrogante du Britpop, menée par Noel Gallagher, un provocateur qui veut renverser l'ordre établi. Phil Collins, avec ses tubes radiophoniques, devient sa cible favorite. Avant même le succès de Definitely Maybe, Noel déclare dans Supersonic, « On va se débarrasser de Phil Collins et Sting, de la musique McDonald's. Je veux la tête de Phil Collins dans mon frigo d'ici la fin de la décennie. » C'est brutal, théâtral, et ça fait rire les fans d'Oasis. Pour eux, Collins est l'incarnation d'un rock vieilli, trop poli. Noël ne s'arrête pas là. En 2005, il lit Collins à la politique, « Je vote travailliste, parce que si les conservateurs gagnent, Phil Collins menace de revenir vivre ici. Personne ne veut ça. » Les attaques sont incessantes, qualifiant Collins des antéchrist. Collins, d'abord silencieux, finit par craquer. Les frères Gallagher sont des types horribles, lâche-t-il dans une interview. Ils ne sont pas aussi talentueux qu'ils le pensent. Mais il adoucit ses propos, j'aime certaines de leurs chansons. Leur style Beatles me plaît. Ce que je n'aime pas, c'est leur comportement. Un incident à Mystique résume leur tension. Dans un bar, Collins invite Noel à jamais. Noel refuse. Sa femme lance une pique sur la guitare de Collins. Gêné, Collins joue seul, tandis que Noel, Johnny Depp, Kate Moss et leur entourage quittent les lieux. Même les enfants de Collins s'en mêlent, confrontant Liam Gallagher par erreur. Noel trouve ça hilarant, j'espère que quelqu'un a filmé. Pour Collins, ce n'est plus drôle. Il me traite de connard à cause d'une vieille citation mal comprise, dira-t-il, lassé. La querelle, alimentée par l'arrogance d'Oasis, devient une blessure culturelle, un rappel que Collins, malgré son succès, reste une cible facile. Phil Collins a conquis le monde avec sa musique, mais il a payé le prix du rejet. Paul McCartney a brisé son admiration. Kurt Cobain l'a érigé en ennemi. Led Zeppelin l'a humilié. Pink Floyd l'a méprisé. Oasis l'a ridiculisé. Pourtant, il n'a jamais cessé de créer, de performer, de toucher des millions de fans. Derrière son humour, il portait les cicatrices d'une carrière sous les projecteurs, où le succès n'a jamais suffi à gagner le respect.
Alors, avait-il raison de s'exprimer sur ces légendes? Ou a-t-il gardé rancune trop longtemps? Dites-nous dans les commentaires, Phil Collins était-il un héros incompris ou un artiste trop sensible? Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres récits épiques sur les batailles cachées du rock.